On est évidemment toujours un peu impressionné quand on est dans cette maison et puis face à un auditoire. Donc moi, je vous remercie d'être venu et je suis plein d'espoir de pouvoir vous intéresser. D'autant plus que je me demande si je ne me suis pas plongé dans la gueule du loup, dans la mesure où ma vision de la connaissance risque quelque part de choquer probablement le rapport d'excellence que vous avez à la connaissance. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous dire que pour moi, il y a un distinguo très important à faire entre le savoir et la connaissance. Le système français, aussi bien éducatif, de recherche, mais même d'organisation de l'État et de l'organisation des grands corps et des corps dirigeants, fait que le savoir est par excellence la voie par laquelle on accède à des responsabilités importantes. Donc il est non seulement fondateur d'autorité sapientale, si je puis dire, ce que j'appellerais la bonne autorité, celle qui suscite l'admiration, l'estime et donc le désir de servir, mais il devient aussi par là même et par des faits institutionnels fondateur d'une autorité, d'autorité, si je puis dire, qui peut présenter une économie de décision importante, mais qui parfois connaît des exagérations qu'on connaît tous, quel que soit le rapport qu'on a au savoir. Alors, la connaissance. Je ne veux pas dire que le savoir n'a rien à voir avec la connaissance, tout au contraire. Mais j'aimerais vous montrer comment on peut associer ces deux termes et comment j'essaie de démontrer que la connaissance enveloppe beaucoup d'autres choses que le savoir lui-même. En fait, on vous parle de connaissance et de l'utilité de la connaissance depuis toujours, parce que par excellence, la connaissance, c'est ce qui va vous servir à résoudre des problèmes. Mais là encore, des faits institutionnels et éducatifs ont fait que cette notion de problème est pour beaucoup d'entre nous, et en particulier avec les formations qu'on a pu avoir, fait qu'on réduit ce concept de problème à un formalisme qui devient totalement adéquat au culte des savoirs qui va avec. Par excellence, un problème, pour nous tous, c'est un problème de mathématiques. On accepte que les philosophes aient des problèmes, mais au-delà de ça, les gens se compliquent bien les choses, parce qu'on doit pouvoir réduire les interrogations qui se posent à des problèmes susceptibles d'être bien rationalisés. Ce qu'on appelle le réductionnisme, d'ailleurs, qu'on cultive spontanément, vu l'éducation qu'on a pu en recevoir. En fait, le problème, si on interroge le mot, eh bien, ceux qu'on fait du grec savent très bien que problème, c'est probléma, c'est-à-dire ce qui est avant soi et qui fait blême. Vous savez, dans les banlieues, on dit il y a un blême. C'est quoi le blême? C'est l'empêchement, c'est ce qui gêne, c'est ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Et cette chose qui est devant soi et qui fait qu'on n'y arrive pas, eh bien, c'est un problème. Et rien qu'à partir de l'interrogation sur cette étymologie, on s'aperçoit que cette notion de problème est une notion extrêmement large. On peut même dire que quelque part, c'est une notion qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Et qu'est-ce qui nous aide à trouver des solutions aux problèmes? Eh bien, c'est ce que je vais appeler la connaissance. Alors, on peut aussi interroger ce mot connaissance, ou le mot connaître qui va avec. Eh bien, peut-être ça va être étonnant pour vous, mais il semble bien que l'étymologie de connaître, ça soit connaître, c'est-à-dire ça soit naître avec. Donc, on aurait en naissant non seulement sa naissance, mais sa connaissance. Alors, à quoi va nous servir cet être virtuel qui, quelque part, accompagne notre corps dans notre expérience de vie?
De tout temps, on sait que, c'est Aristote qui le dit, il a même un concept pour en parler, qui est le concept d'entéléchie. On a chez les humains, mais dans le vivant en général, une tendance naturelle, spontanée, énergique, à vouloir être toujours plus. Cette entéléchie-là fait qu'on ne se satisfait pas, hormis certains ermites ou taoïstes, d'être dans une attitude où on rechercherait le vide en soi. Au contraire, on cherche à s'emplir de plus en plus du monde. On cherche à prendre de plus en plus de choses du monde. On cherche à comprendre de plus en plus de choses du monde. Comprendre, qui est un autre terme qui va bien avec la connaissance et en particulier avec le savoir qui nous aide à comprendre. Mais si on revient aux origines de la naissance, on s'aperçoit que dans cette dynamique, dès le premier moment, on est confronté à des choses qui nous empêchent. Premier moment, il est simple, eh bien, on passe d'un état à un autre, dans un environnement aqueux vers un autre environnement aérien, disons, qui est particulièrement douloureux. Premier problème important, vous remarquez qu'on peut interpréter le cri de l'enfant comme à la fois l'expression du problème et de sa solution. Puisque en criant, il apprend à respirer. Il se met à respirer. Ce qui est un premier état de complétion de sa connaissance. La connaissance commence à se remplir de quelque chose que l'enfant va connaître et qui va répéter à satiété. Et s'il est dans un état non douloureux, il le fera sans plus jamais, ça n'a pas encore de sens chez un enfant, y réfléchir quelque part. Sortant du sein, il est affamé. La langue française est extrêmement agréable parce qu'il sort du sein et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il recherche le sein. Et par bonheur, on a le même mot pour exprimer l'enceint et le sein. C'est-à-dire que, trouvant le sein, eh bien, il répond aux problèmes de faim qu'il peut avoir. Ce mouvement perpétuel de douleur, de difficulté, de blême, de problème, va nous accompagner tout au long de notre vie et va faire notre connaissance. Donc la connaissance, c'est d'une certaine façon l'ensemble des expériences, des événements qu'on a réussi à surmonter et qui, se répétant, on les a surmontés de plus en plus fréquemment, on les a exercés de plus en plus fréquemment et ils sont devenus des parties de nous-mêmes, de notre identité. Donc la connaissance, telle que j'essaie de la penser, est quelque chose de proprement son propre, c'est-à-dire totalement personnel. Elle définit l'ensemble confortable de notre rapport au monde. Et plus on va avoir d'expériences qu'on va réussir à surmonter, plus on va avoir un état de connaissance qui va s'accroître, plus il va s'accroître, plus on va être confronté à des nouveaux états du monde, plus on va rencontrer de nouveaux problèmes, plus on va produire de nouveaux états de connaissance, etc., etc. Donc cette connaissance est à la fois l'accumulation des solutions que l'on trouve pour arriver à vivre et des solutions que l'on stocke pour que ce vivre soit quelque chose de confortable. À l'intérieur de ça, eh bien évidemment, on va avoir des expériences corporelles, des expériences relationnelles, des expériences sensitives et tout un tas de choses de ce type. Les solutions qu'on va trouver, à mon avis, sont de trois types. Les solutions que l'on connaît le mieux, surtout quand on est dans cette maison, eh bien, ça s'appelle des savoirs. C'est quoi un savoir?
c'est un état de connaissance qui est suffisamment réifié pour devenir partageable. C'est-à-dire qui peut se séparer de moi et quelque part rentrer dans le monde comme un objet indépendant de ce monde. Mais dans ce cas-là, il faut bien ne pas confondre l'identité du savoir et la connaissance que j'en ai. Vous avez tous été des bons élèves, autrement vous ne seriez pas ici. Mais chez les mauvais élèves, et qui sont dociles, vous savez très bien qu'ils peuvent avoir des savoirs qu'ils ne connaissent pas, dont ils vont réciter les conditions, le mode opératoire de solution et obtenir la solution sans jamais se les approprier, c'est-à-dire sans jamais pouvoir les exercer indépendamment de l'état de gymnastique préparé que l'on trouve dans les exercices bien formés. D'une certaine façon, dans ces cas-là, on fait du problème une chose. Une chose en latin, ça s'appelle res. Hein? Et c'est pour ça que quand on prend un problème que l'on est capable de solutionner avec un savoir, on dit qu'on le résout. On fait une résolution de ce savoir, de ce problème. Donc, on a de la connaissance, on rencontre des problèmes et on va chercher des solutions. Premier type de problème, des problèmes qu'on peut formater, et dans ce cas-là, on obtient des résolutions. Deuxième état, qui est particulièrement visible depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis une quarantaine d'années, et encore plus depuis une quinzaine d'années, depuis que l'on baigne dans l'information. Vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Même si c'est un problème savant, vous informez ce problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vous le plongez dans une base de données, ou vous le plongez dans un moteur de recherche, vous le prenez dans Google. Ce problème, vous allez vous apercevoir que très souvent, il va partir en petits morceaux, parce que les réponses que vous allez obtenir face à l'énonciation de ce problème va se disperser dans un certain nombre de pages dans lesquelles des divers points de vue vont être exprimés sur ce problème. On peut dire que quelque part, le problème, à la fois, vous le nettoyez dans ce liquide qu'est l'information. Vous savez, on parle de l'océan, du fleuve, donc on se noie dedans, qu'on navigue dessus, qu'on surfe, etc. Tout ce vocabulaire aquatique montre bien que le rapport qu'on a de ces problèmes à cette chose qu'est l'information est un rapport de plongement, de nettoyage, de dissolution. Dans le meilleur des cas, au début, le problème semblait très bizarre. On s'aperçoit que simplement, il avait un caractère complètement hétéroclite et que, dissous par l'information, eh bien, il se sépare en myriades de petits problèmes qui ne sont plus des problèmes et qui disparaissent. Quelquefois, on l'a assez bien nettoyé, on voit apparaître dessous une partie dure de ce problème qui, si on a de la chance, peut devenir une chose qui va trouver son savoir et sa résolution. Mais dans ce moment-là du rapport au problème qu'on a et à l'information qu'on rencontre, l'information qui n'est pas forcément celle d'Internet, l'information qui est aussi celle que vous avez quand vous êtes dans ce que j'appellerais un pays de connaissances. C'est quoi un pays de connaissances? C'est un espace dans lequel il y a une quantité considérable de signaux hétéroclites et que soit dans un cas est pour vous totalement étranger et dont vous ne savez rien faire et pour lequel vous aurez besoin d'aide, soit ressemble à des choses que vous avez vécues et qui fait que vous allez vous retrouver. Être en pays de connaissances, c'est par exemple arriver à Florence ou à Pérouse quand vous avez habité pendant 10 ans Poitiers ou Lyon, eh bien ça ne vous pose à peu près aucun problème parce que ce pays que vous ne connaissez pas est quand même un pays de connaissances.
Et vous arrivez quelque part à reconnaître dans cette dispersion d'informations des choses qui sont totalement analogues à des choses que vous connaissez déjà bien. Eh bien, ce travail, c'est un travail qu'on pourrait appeler un travail de dissolution. Di, qui est le préfixe de la séparation, hein, le préfixe du diasparagmos, de la dispersion. Donc, on a déjà deux façons de résoudre les problèmes. Mais il peut arriver que l'information n'aille pas et qu'il n'y ait aucun savoir qui corresponde à ce que vous devez faire. Imaginez que vous arriviez un beau jour à Oulan-Bator, eh bien, il est peu probable que vous vous trouviez en pays de connaissance. Et il est peu probable, à moins que vous ayez été méfiant et que vous vous attendiez à être en situation d'étrangeté totale, que vous ayez accumulé les savoirs qui vous permettraient de circuler dans la capitale de la Mongolie. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Eh bien, vous faites appel à des aides. Ou vous êtes perdu, ou vous trouvez des personnes qui vont vous aider. Ces personnes qui vont vous aider, n'oublions pas que quelque part, ce sont les premières connaissances qu'on a eues dans notre vie. Parce que le mot français de connaissance a aussi ce troisième sens. Le sens que lui donne l'expression pays de connaissance, le sens que l'on a à travers les savoirs, mais ce sens beaucoup plus ancien qui accompagne l'humanité depuis le début et qui fait humanité, eh bien, ce sont ces individus, ces autres humains qui, quelque part, vous aident et qui sont vos connaissances. Et vous savez que dans la Bible, le problème le plus fondamental de l'espèce, à savoir sa perpétuation, est résolu par l'expression « faire connaissance ». Faire connaissance dans la Bible, c'est se retirer sous la tente avec sa femme ou sa servante pour enfanter, enfin concevoir un nouvel enfant. Le mélange des termes est intéressant d'ailleurs, puisque avec le mot « concevoir », on retrouve encore ce double sens du physique et de l'intellectuel. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous avez votre problème et vous demandez à quelqu'un d'autre de le gérer pour vous. D'une certaine façon, c'est ce qu'on fait dans les entreprises quand on fait de la gestion de compétences. On essaie d'établir un moyen de trouver les connaissances qui vont pouvoir faire en sorte qu'elles résolvent les problèmes que vous n'avez pas envie de résoudre ou que tout simplement vous n'êtes pas capable de résoudre. Alors, je prends le risque de vous dire comment ça s'appelle en français ce mot. Je prends ce risque parce que sa connotation religieuse pourrait peut-être choquer certaines personnes. Mais le préfixe qui va avec solution pour parler de ça, c'est ab. C'est-à-dire, vous mettez à côté de vous, pour le confier à un autre, ab, le problème que vous cherchez. L'absolution, c'est, sur le sens, disons, laïque, exactement ça. Vous savez qu'au sens religieux, ça revient à dire que quand on a un problème parce qu'on a commis une faute, on demande à quelqu'un d'autre, à savoir au Dieu, de le porter pour vous. Eh bien, d'une certaine façon, de façon beaucoup plus civile, c'est ce qu'on fait lorsqu'on a une difficulté et qu'on en parle à quelqu'un d'autre. Et qu'on en parle à quelqu'un d'autre et qu'au besoin, en séduisant cette personne ou parce que déjà un lien important de connaissance s'est établi avec lui, eh bien, il va s'en charger pour vous. C'est très important, à mon avis, ce moment-là, parce que c'est le vrai moment fondateur de la connaissance. Et c'est celui qui m'a inspiré pour essayer de penser une économie de la connaissance. Vous savez que l'économie de la connaissance telle qu'on l'appelle est l'héritière de quelque chose dans les années 60, 70, encore un peu au début 80, on appelait la gestion des savoirs, les banques de savoirs,
la capitalisation des savoirs, etc. Étrangement, dans les entreprises, on parle de moins en moins des savoirs et de plus en plus des compétences et des connaissances. Et ce glissement spontané, parce qu'il a été directé par rien, est très probablement dû au fait que l'environnement pose de plus en plus de problèmes. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on sait tous, l'évolution des événements est de plus en plus rapide. Les changements sont de plus en plus fréquents. Ce qui met en péril le statut prédominant du savoir dans l'exercice de la connaissance. Parce qu'un savoir qui est quelque chose d'absolument essentiel, je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que je critique, je n'ai pas passé des années et des années dans l'université, soit à chercher, soit à enseigner, pour faire une critique du savoir. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agirait plutôt d'essayer de penser ce que ça veut dire que la domination essentielle des savoirs dans les organisations est quand même quelque part en train de négocier des rapports de cohabitation avec d'autres approches de la connaissance, en particulier les deux que je viens de citer, un rapport à l'information de plus en plus important, prégnant et permanent, et un rapport aux autres, ce qu'on appelle la nécessité du travail collectif au sein de ces organisations. Les savoirs, il faut un temps très important d'abord pour en découvrir, pour nommer le problème, pour formater le problème, pour attaquer le problème, pour conjecturer sa solution et pour ensuite démontrer ou expérimenter ou prouver la solution en question. Il présente, à partir du moment où toutes ces opérations très longues ont été faites, l'avantage de pouvoir être répété, de pouvoir être d'une certaine façon, de permettre des situations de prévision et tout à l'avenant. L'allusion que faisait tout à l'heure Michel à la physique quantique est intéressante parce qu'on est là dans un domaine, mais c'était bien avant la physique quantique que les sciences exactes savaient ça, en particulier avec Poincaré, que quelque part, cette capacité à prévoir et à se fonder sur de la certitude, eh bien, n'est pas si opérante que ça. J'en veux qu'un exemple, vous citez qu'un exemple que vous connaissez très bien. On sait tout du pendule, avec une certitude et une rigueur absolue. D'ailleurs, on aurait des problèmes avec le temps si ce n'était pas le cas. Mais dès que vous associez un pendule à un autre pendule, eh bien, vous savez que vous avez un système complètement chaotique dont l'imprévisibilité est totalement garantie. Hein. Donc, je vous laisse à penser que des gens qui ont été formés, sachant que le double pendule ne pouvait pas être prévisible, je m'étonne encore maintenant comment ils peuvent faire des prévisions dans le domaine des ressources humaines quand on sait qu'on connaît les humains un seul avec infiniment moins de précision qu'on ne connaît le pendule, qu'il ne s'agit pas simplement de faire travailler deux humains ensemble, mais des groupes d'humains qui, dans certaines entreprises, se montent à plusieurs centaines de milliers. Donc, on peut être étonné de ce fait-là, et je pense que ça fonde en tout cas la nécessité d'une interrogation sur un autre rapport que le rapport à la certitude et que le rapport, même s'il est complexe, à l'utilisation des savoirs dans la prise de décision. À ce propos d'ailleurs, je voudrais dire très très rapidement que pour moi, les interrogations sur la complexité est le dernier avatar du réductionnisme. Hein. Les systèmes complexes, d'abord, pour se nommer complexes, ils doivent se nommer systèmes, c'est-à-dire ils doivent quand même chercher à s'isoler. Hein. La difficulté de notre monde n'est pas du tout qu'il est complexe, c'est qu'il est hétéroclite. C'est-à-dire que surgit dans ce monde en permanence des événements qui n'ont rien à voir avec le système qu'on est en train d'interroger. Prenez un exemple, vous avez une quantité considérable de têtes d'œufs qui réfléchissent à la façon
dont on peut repenser le code du travail, l'organisation du travail, etc. Et puis, tout d'un coup, eh ben, il y a une tornade absolument phénoménale dans les Antilles. Vous croyez que les penseurs de la CGT, de FO ou de, comment ils s'appellent, les Insoumis, avaient intégré dans leurs efforts de contredire la nouvelle rationalité qui s'avançait, l'arrivée d'une tempête dans les îles des Antilles. Eh bien, évidemment pas, mais le réel, c'est ça. Le réel, c'est qu'à un certain moment, vient au cœur du système tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le système. Et qui fait que l'effort que l'on fait en essayant de complexifier les approches rationnelles pour cerner le réel sont, à mon avis, vouées à l'échec. Elles présentent un avantage énorme, c'est qu'elles peuvent justifier de programmes de recherche extrêmement importants qui trouveront très facilement des financements, puisque des gens brillants arriveront à plaider pour elles. Voilà pour la connaissance et pour cette notion de problème. Mais tout ça, c'est bien joli, on fait quoi avec ça? Alors, se pose à ce moment-là la question qui, à mon avis, est fondamentale, c'est que si on veut que cette connaissance ait de la valeur, c'est-à-dire que quelque part on puisse en faire quelque chose, il faut trouver un moyen de la représenter. C'est aussi un des très grands avantages des savoirs, c'est qu'ils n'existent que parce qu'ils ont une représentation. Ils n'existent que parce qu'on s'est entendu sur leur énoncé. Là, je suis complètement dans une optique à la Bruno Latour, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs concernés par le problème, au bout d'un certain temps, s'entendent sur la façon d'en parler. On s'entend sur la façon de dire que le début de l'univers, eh bien, ça s'appelle le Big Bang. Et on s'est tellement accoutumé à ce mot qu'on finit par croire que le Big Bang est une explication du début de l'univers. Hein? Eh bien, c'est à peu près partout la même chose, même au niveau le plus élémentaire. Et ça pose un problème sur l'utilisation de ces savoirs, parce qu'à tellement bien les manipuler et à tellement bien les faire exister en dehors du réel sur lequel on opère, quand on se retrouve dans ce réel, eh bien, on ne sait pas souvent les utiliser et savoir qu'ils sont adéquats à la situation dans laquelle on est. C'est une des grosses difficultés de l'enseignement, pour donner un exemple, mais totalement élémentaire. Quand vous demandez à un enfant de classe de 3e de vous mesurer la distance qu'il y a de ce coin de parquet à celui qui est là-bas, eh bien non, il n'y en aura pas 1 sur 100 qui spontanément pensera qu'il doit utiliser le théorème de Pythagore. Parce que l'objet parquet a pour lui strictement rien à voir avec le savoir qu'on lui a inculqué. Et ça, c'est un problème de déréalisation, de déréalité du rapport entre les savoirs et le monde. Le problème, c'est que le monde s'impose à nous et il s'impose avec ses problèmes. Et que la seule chose qui nous intéresse, c'est de surmonter les problèmes le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible parce que ce soit dans les organisations publiques humaines, il y a une urgence parce qu'il y a de la souffrance. Et si on est dans une entreprise, il y a une urgence parce qu'il y a de la concurrence. Donc, quelque part, c'est la forme, c'est la souffrance de l'entreprise que d'avoir une concurrence et de devoir lutter contre elle. Le fait est que le temps de réponse et la rapidité de réaction est la chose la plus essentielle. Il va donc falloir pouvoir mobiliser les connaissances au moment où on va en avoir besoin. Et pour l'essentiel, mobiliser les connaissances, ça va être de plus en plus souvent mobiliser des hommes.
le problème de la mobilisation dans les organisations est devenu un problème absolument fondamental. Et derrière lui, le problème de la motivation vient avec. D'où le fait qu'on réfléchit à des formes d'organisation de plus en plus singulières, voire même libérées, dit l'expression, dans lequel on va tout faire pour essayer de réveiller les forces spontanées présentes en chacun des individus et sa capacité à générer de la connaissance in situ, en fonction de la connaissance qu'il a à lui. Mais comment se donner une représentation complète de l'ensemble de ces connaissances que vous pouvez avoir dans une société, dans un groupe de recherche, dans une entreprise, dans une institution? Alors, pendant très très longtemps, et encore maintenant, on met en place ce qu'on appelle des référentiels de connaissances. Les référentiels, vous savez comment ça marche, ça consiste pour l'essentiel à interroger les experts de la connaissance, qui n'ont généralement de la vision du problème qu'ils ont à traiter qu'une vision en termes de savoir. Et cette emprise de savoir est très très forte. Vous savez qu'au sein de ces référentiels, très souvent, on vous dit, eh bien finalement, il y a trois choses très importantes: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. J'aimerais quand même poser une question. Pourquoi le mot savoir est présent dans les trois expressions? Parce que dans le savoir-faire, ce qui compte, c'est le faire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est pas X sait faire ça, c'est X fait ça. Dans le savoir-être, ce qui est intéressant, c'est être. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas savoir-être, mais X est ça. Donc, on voit bien, encore une fois, que même quand on essaie d'élargir et d'intégrer d'autres dimensions du rapport à la résolution de problèmes, donc du rapport à la connaissance, eh bien, ce modèle-là, ce paradigme du savoir, se maintient. Je suis gêné de vous le dire, mais il est fondateur des métiers pour lesquels vous avez été formés. C'est-à-dire que les ingénieurs, dans l'histoire du concept d'ingénieur qui émerge avec la Renaissance et qui devient à son accomplissement complet à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, c'est par excellence celui qui sait ce que les autres font. Il est là pour observer le travail de l'autre et pouvoir le décrire et tout. Et on sait à quel point ça a permis de faire des progrès considérables en termes de productivité. C'était bien tant que les problèmes duraient assez longtemps pour qu'on ait eu le temps d'élaborer ce genre de choses et qu'à partir de ce moment-là, on puisse les appliquer et organiser leurs applications. Si très souvent, eh bien, il se pose des quantités considérables de problèmes qui sont aussi évanescents et qui apparaissent aussi rapidement et de façon inattendue, on voit bien que cette stratégie ne va pas pouvoir opérer et qu'il va falloir trouver des alliés, mobiliser les autres, mobiliser les gens. Comment repérer ce fatras? Comment le représenter? Pendant longtemps, on a cherché à décrire, on a fait des catalogues, on a fait des, comment ils appellent ça, des ontologies, des diagrammes énormes, des classifications. Et sans se rendre compte que ceux qui se retrouvaient au sein de ces classifications étaient par excellence ceux qui n'en avaient pas besoin, puisque c'était ceux qui avaient les savoirs qu'ils étaient en train de classifier. Et qu'un des problèmes fondamentaux de tous ces référentiels, c'est qu'on n'arrive pas à les communiquer aux autres. Ils sont eux-mêmes un savoir qui encapsule des savoirs. Et le temps qu'il faut pour former les gens à ça,
eh ben, font que rapidement la classification, le référentiel, l'ontologie est devenue en partie obsolète. Il s'est passé la même chose dans l'histoire de la cartographie. Vous connaissez tous les cartes anciennes. Elles sont essentiellement basées sur le témoignage de ceux qui ont vu les choses qu'il s'agit de repérer. Et si vous prenez une carte de la Méditerranée au temps des Romains, par exemple, eh bien, elle est extrêmement longue. Elle ne respecte absolument pas les proportions que l'on connaît de la Méditerranée. Et c'est une énorme lentille dans laquelle, quand même, il y a une petite déformation avec la péninsule italique et dans lequel se succèdent tous les noms de villes qu'il y a le long de la côte, parce qu'on voit bien que la pratique de rapport à la navigation, c'était le cabotage. Et donc, la représentation n'est pas une représentation de la chose, mais une représentation du rapport que l'on a à cette chose. Même chose au tout début de la Renaissance, quand vous voyez les premières cartes de l'Afrique, eh bien, vous voyez sur cette carte des lions, et d'ailleurs le lieu est nommé Sierra Leone. Vous voyez des palmiers, et les lieux sont nommés Las Palmas, et etc., etc. Puis vous voyez des monstres quand la Terre est restée loin et qu'on n'a pas encore réussi à l'explorer. On est dans la situation classique où maintenant les lions courent très vite et disparaissent très très rapidement, et ce que vous avez cru repérer à un moment donné n'existe plus. Et donc le problème de la représentation de l'espace a été un problème extrêmement complexe à résoudre, qui pourtant bizarrement avait très bien été anticipé par un grec égyptien, ptolémaïque, Ératosthène, qui lui avait vu que les mathématiques étaient un très bon moyen pour faire de la représentation du monde. Et d'ailleurs, il avait des mesures du monde qui étaient quand même relativement précises, puisqu'il a mesuré la circonférence de la Terre, preuvé qu'on savait bien à cette époque que la Terre était ronde, hein, et qu'il a donné une représentation du bassin méditerranéen et des terrains des pays autour qui est relativement ressemblante à ce qu'on connaît maintenant. Le fait est que tout ce savoir a été enfoui, oublié, et qu'il a fallu attendre le XVIe siècle pour que probablement un cartographe levant désespéré les yeux au ciel se soit dit que peut-être on pourrait se servir des choses qui n'étaient pas sur le territoire pour repérer les objets du territoire. C'est quand même formidable que de penser que pour faire une représentation d'un objet, on ne se sert pas des repères qui sont dans cet objet, mais de repères qui sont à l'extérieur de l'objet. Ce que d'ailleurs Monge a parfaitement compris quand il a créé la géométrie descriptive, puisqu'il part de points de vue qui sont complètement étrangers à l'objet qu'il veut décrire pour pouvoir décrire parfaitement cet objet. Le fait est qu'à partir de ce moment-là, les cartes du monde ont complètement changé. Et que, regardant chacun des points du monde, en le repérant par rapport à des objets extérieurs à ça, eh bien, on a réussi à avoir une représentation du monde qui, au miracle, le jour où on a eu une photographie de ce monde, on s'est aperçu que cet objet qu'on n'avait jamais vu, on en avait une image conforme à celle que l'on pouvait voir à partir du moment où on avait fait la première photo par satellite de la Terre. Donc, c'est un événement étonnant dans l'histoire de la pensée, mais qui prouve que des individus qui sont au sein d'un objet, contrairement à ce que dit la fable, peuvent, en se mettant tous ensemble, et avec du temps, se donner une représentation de l'objet en s'appuyant sur des repères qui sont extérieurs à cet objet. Donc, proposition, quels sont les objets extérieurs à l'espace de connaissance
qui permettraient de représenter la connaissance. Quels sont les objets de non-connaissance? Eh bien, les objets de non-connaissance, on les connaît, on en parle depuis le début de cette conférence, ça s'appelle des problèmes. Parce que les problèmes sont par définition les choses dont on n'a pas la connaissance. Puisque quand on en a la connaissance, ils ne posent plus de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces problèmes? Et est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Est-ce qu'ils sont suffisamment stables pour nous aider à repérer des états de connaissance? Donc la proposition, c'est de dire, peu importe ce qu'est ma connaissance, mais elle est en rapport avec ce type de problème. Quel est l'avantage pratique qu'on va avoir? L'avantage pratique, c'est qu'on sait tous, comme ça a été dit tout à l'heure, que les problèmes sont le plus généralement de nature hétéroclite. D'ailleurs, quand ils ne sont pas de nature hétéroclite, on a réussi, il y a peu de choses qui viennent les faire bouger, les faire trembler, donc on peut les stabiliser, et on est suffisamment savant aujourd'hui pour parier sur le fait qu'on arrivera à trouver le savoir qui répond à la définition de cette situation dite problématique. Donc c'est parce qu'ils sont par nature hétéroclites que ces problèmes sont là et nous empêchent de performer, nous empêchent de ne pas souffrir, nous empêchent, grosso modo, d'être bien. Et puisqu'ils sont hétéroclites, les réponses vont être hétéroclites. Ça veut dire que si j'arrive à fixer mes connaissances en les repérant à l'aide d'un certain marqueur de problème, eh bien, les réponses que je vais trouver quand je vais interroger le problème peuvent être des réponses disparates. Et ça, vous savez tous que des problèmes dits complexes qu'on rencontre dans nos organisations aujourd'hui, généralement demandent quelqu'un qui ait une bonne capacité au relationnel humain, quelqu'un qui ait une forte capacité à l'analyse rapide de l'information, quelqu'un qui ait une forte capacité à gérer des problèmes de codification, de normalisation, de budgétisation, etc., etc., et que c'est rarement un individu qui tout seul va forcer le passage, mais une équipe, un team, un groupe, un ensemble d'individus qu'on va staffer et qui, ensemble, vont pouvoir maîtriser la situation problématique que vous rencontrez. Donc, si je repère les connaissances sur les problèmes, en interrogeant le problème, je trouverai l'ensemble des connaissances qui sont associées à ce problème. Donc, le premier challenge, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire un repérage des problèmes qui, lui, soit suffisamment stable pour jouer le même rôle que les étoiles par rapport au territoire? Évidemment, si dans les étoiles on avait mis des planètes, pour se repérer, on aurait eu des petites difficultés. Par bonheur, en choisissant l'étoile polaire, par exemple, et un certain nombre d'autres étoiles, en traçant dessus des lignes qui nous aident à repérer alors qu'elles sont complètement absentes du territoire en question, on a réussi à trouver un système stable. Si j'ai apporté une contribution à cette problématique de la connaissance, c'est peut-être d'avoir la prétention de dire « oui, il y a un moyen de repérer les problèmes, quel que soit l'environnement et quelles que soient les situations, les temporalités ». Donc je propose une grille, qu'il est un peu long d'exposer ici, qui va jouer le même rôle que le système longitude-latitude pour le territoire, qui est un espace à 4 dimensions. 4 dimensions que j'ai découvertes au début des années 90 dans une situation très concrète qui était un chantier pour PSA, qui était les bureaux d'études des systèmes d'information
de PSA où on devait faire les référentiels de compétences des 300 ou 400 ingénieurs qui étaient là. Et par bonheur, le commanditaire, enfin le champion qui s'occupait de ce chantier chez PSA, a dit « Écoutez, Authier, je ne veux absolument pas qu'on rentre dans le détail de la description de ce que les gens font. Je veux pouvoir les trouver quand j'en ai besoin. Et j'en ai besoin quand j'ai un problème. » Et donc, on s'est dit finalement, qu'est-ce qui fait les choses? Ce qui fait les choses, c'est quelque part une commande, une attente. C'est un contexte qui donne les moyens. C'est une forme qu'on anticipe et qu'on veut essayer d'atteindre. Et c'est des actions qui permettent de faire. Et donc, on a conçu une grille qui a défini ce qu'étaient les actions fondamentales de l'activité humaine, les environnements fondamentaux de l'activité humaine, le type d'attente, de finalité des activités humaines et les types de production des activités humaines. Je dis bien à chaque fois les types. Par exemple, dans les finalités, est-ce que ça sert de l'unité? Est-ce que ça sert du groupe? Est-ce que ça sert du système? Est-ce que ça sert de l'environnement? Est-ce que ça sert la totalité? Dans les environnements, est-ce que l'environnement est à dominante humaine, technique, codifié, signalé de signes, de dépenses d'énergie, etc., etc. Est-ce que l'action, c'est une action d'appréhension, d'acquisition, de veille, ou est-ce que c'est une action de conception, d'innovation, de création, ou est-ce que c'est une action de production, de fabrication, ou est-ce que c'est une action d'organisation, de maintien, de nettoyage, de protection, ou est-ce que c'est une action de diffusion? Vous voyez, les grands types d'actions sont peu nombreux. Et il se trouve qu'on a défini comme ça 20 termes qu'on a classés en 4 colonnes. Voilà. Qu'on s'est dit qu'au cœur de ça, il y avait ce qui faisait que les choses existaient vraiment, parce que je l'ai fait, parce qu'elles donnent des objets que dans des entreprises on appelle des produits, parce que j'ai un système de process et de production, et parce que tout ça, ça sert une organisation qui me fixe la finalité. Et puis qu'en amont de ça, eh bien, il va falloir que je dépense de la valeur pour pouvoir acquérir des choses nouvelles. Et que, bien évidemment, tout ça n'existe pas si je n'arrive pas à introduire des humains là-dedans. Donc, il va me falloir, je vais avoir tout un tas de problèmes qui vont être liés à des humains. Puis, je vais avoir tout un tas de problèmes parce que ces humains, je peux bien essayer de les activer, mais si en tant qu'individu, ils n'ont pas envie d'y aller, eh ben, ça ne va pas marcher du tout. Donc, je vais avoir tout un tas de problèmes parce que mes individus, ils ne marchent pas bien. Et puis, quelque part, il va falloir que pour les trouver, j'ai de l'information. Et que tout ça, je l'obtiendrai que si je sais acquérir tout ça. Donc, j'ai en entrée toute une dépense de valeur qui va me permettre, quelque part, d'espérer pouvoir nourrir ce processus-là. Puis par ailleurs, ben, je me dis, c'est bien joli d'avoir des individus, mais ça ne fait pas une organisation des individus. Il faut que je sois capable de les mettre en groupe, de les associer. Et les problèmes que je pose au niveau des groupes ne sont pas du tout les mêmes que les problèmes que pose l'organisation et les problèmes que pose, parce que l'organisation, elle va me passer comme objectif le fait qu'elle veut performer, que quelque part, elle veut qu'il y ait des résultats.
Donc, il va y avoir tout un tas de problèmes qui vont être liés à la mise en groupe de ces individus. Par ailleurs, tout substrat humain, il ne va pas produire comme ça s'il n'a pas des technologies pour le faire. Donc, il a besoin d'une certaine matérialité, tout un environnement technique qui va venir avec, tout un environnement, des environnements qui peuvent être aussi des environnements naturels, des atmosphères, des ambiances. C'est bien joli d'avoir de l'information, mais de l'information, ça ne prend pas de la décision tout seul. Et pour définir des produits qu'on va fabriquer, ben, il faut bien à un moment donné rentrer dans le dur. Et là, on va avoir besoin de savoir, de décision, très globalement de certitude. De certitude, pas parce que c'est vrai, c'est bien quand c'est vrai, mais surtout de certitude parce qu'on est sûr que ça ne va pas changer dans les 10 minutes, les 2 jours, les 2 mois, les 2 ans qui viennent. C'est ça l'effet de la décision. Si la décision elle change tout le temps, ce n'est pas une décision. Et quelque part, tout ça, il faut avoir une capacité à le concevoir. Tout ça, ça dépense. Et bien évidemment, ça crée les conditions de quelque chose qui va porter de la valeur. Mais cette valeur, vous l'avez, mais vous savez tous que ce n'est pas parce qu'on l'a qu'elle existe. Et que le fait qu'elle y soit ne fait pas qu'elle se réalise. Et que donc on a un autre problème, c'est qu'en aval de ces processus, il va falloir réaliser la valeur. Comment on va la réaliser? Eh bien, on l'a réalisée en la faisant être non pas dans l'organisation, mais être au monde, être dans la société, être sur le marché, être dans cette ambiance complètement déstructurée qui est le caractère totalement hétéroclite du monde, des clients, de tout ce qui est possible. Disons ce qu'on pourra appeler le tout. C'est bien joli de se dire que là, on va essayer d'avoir des clients. Mais ces clients, on peut les avoir que si on leur propose non pas des produits, parce que le client, il ne veut pas un produit, il veut une solution. C'est aussi quelque chose, je me fais la leçon à moi-même, que j'ai beaucoup trop oublié quand j'ai fabriqué un très beau logiciel, mais que j'ai oublié de dire que ce logiciel, il était porteur de solutions concrètes que les gens pouvaient rencontrer. Cette solution, eh bien évidemment, il faut pouvoir la présenter, et son mode de présentation, eh bien, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle le business, la performance, la création d'énergie, la création de valeur. Tout ce qu'il y a là, c'est la façon dont on formate la valeur pour la faire exister au monde. Et bien évidemment, ça peut exister que si on est capable de faire une action de diffusion qui, lorsque la valeur que vous avez créée, c'est du savoir, cette diffusion, c'est de l'enseignement, c'est de la conférence, c'est des choses comme ça. Quand ce sont des solutions porteuses de produits, eh bien, c'est de la vente, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Mais bien évidemment, on ne va pas du produit au business comme ça directement. Il rentre dans tout un monde dans lequel il y a des normes, il y a du code, il y a des signes, il y a du calcul, il y a du formatage, etc. Et ça, c'est tout un univers qui pose lui-même des problèmes spécifiques. Bien évidemment, l'organisation, elle ne va pas toute seule. Pour arriver à accomplir et à réaliser sa valeur, qui n'est pas forcément une valeur économique, qui peut être aussi une valeur d'enseignement, une valeur culturelle, eh bien, elle doit avoir des alliés. Ces alliés, c'est évidemment ses partenaires, c'est ses fournisseurs, mais c'est aussi ses concurrents. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de concurrents. Si on est tout seul, c'est grave.
ça veut probablement dire qu'on n'est pas une solution. Bien évidemment, les produits, ils ne font pas solution tout seuls. Vous pouvez fabriquer les plus beaux téléviseurs du monde s'ils ne sont pas connectables au réseau électrique, à l'Internet, au réseau hertzien, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui doivent exister, qui sont des connexions. J'en parle de façon concrète, mais vous voyez qu'en fait, ça, c'est des concepts complètement abstraits. On a ici du flou, on a ici du cristallin, mais qui n'a pas de réalité matérielle existante. On a ici de la chose, quelque chose qui ne va pas bouger, qui va être fixé dans son format. On a ici des choses qui se connectent les unes aux autres, et ici, on a tellement de choses et tellement de connexions avec qu'on a de la complexité, qu'on a du système, qu'on a un bout du réel. Et évidemment, tout ça, ça existe. Vous voyez que toutes ces activités dans tous ces univers, elles sont anthropiques, c'est-à-dire quelque part, elles dépensent de l'énergie, elles génèrent du désordre. Et si vous n'avez pas derrière ça des activités qui vont essayer, et une capacité à essayer de gérer, maintenir le système, eh bien, maintenir, entretenir, soigner, manager, ménager, n'oubliez jamais que c'est le même mot, hein, eh bien, si vous n'avez pas cette capacité, ce type d'action à votre disposition, votre système va exploser. Donc, on va avoir 20 marqueurs de problèmes. Il faut savoir que les problèmes étant hétéroclites, ils existent par rapport à une action à faire pour obtenir un résultat donné grâce à des conditions requises parce que, quelque part, ils réalisent une finalité qui a été commanditée, etc. Donc, à chaque fois, un repère, ça va être l'association de 4 d'un index pris dans ces 4 dimensions. Donc, on a un espace dans lequel on a 625 repères. Mais un problème concret, il n'est jamais uniquement humain ou uniquement de type business. Donc, un problème concret, comme un fleuve, comme une montagne, comme une ville, elle est associée à une multitude de repères. Eh bien, un problème concret va être lui-même associé à un certain nombre de ces repères, qui à chaque fois, ces repères, on verra en complément ce qui se passe, eh bien, deviennent des repères. Ce sont des repères qui vont devenir des repères. Excusez-moi le jeu de mots, mais c'est mémotechnique pour moi, ça me permet d'aller vers une conclusion, font qu'en associant plusieurs repères, pour chaque type de problème, je l'associe à une espèce comment dire, de fil, hein, de collier de repères qui me sert à, d'une certaine façon, positionner dans l'espace des repères le problème que j'ai à ce moment-là. Eh bien, évidemment, si en moyenne, on peut dire un problème peut être associé assez rapidement à entre 5 et 20 repères, vous voyez tout de suite que la variété des profils que vous obtenez est très rapidement quasi infinie. Hein, parce que s'il n'y en a que 10, eh bien, 10 pris dans 625, je ne vous fais pas le calcul, mais le nombre de zéros commence à devenir très, très, très impressionnant. Donc, on associe deux choses, c'est que face à des problèmes que vous allez rencontrer, qui sont votre rapport au réel, je ne veux pas faire Lacan, je n'ai pas son brio, mais c'est ça notre rapport au réel. Le réel, il est contrariant. Il est contrariant, c'est pour ça qu'on est payé pour essayer de résoudre les problèmes qu'il nous pose. Hein? Eh bien, face à ce concret, on peut avoir l'espoir d'utiliser une base relativement abstraite, parce qu'en fait, on peut la rendre encore plus abstraite que ça,
au point d'associer à chacun de ces termes un symbole, et d'associer les symboles entre eux, et de faire en sorte que ces 625 repères soient eux-mêmes des symboles, c'est-à-dire des représentations de sens. Quelque part, en voyant le symbole, on va savoir tout de suite qu'on est face à, si dans un repère, il y a un problème, il y a une majorité de repères qui sont de type, on a mis comme symbole un écrou ici, pour montrer que c'est un objet bien fixe, et non seulement il est fixe dans sa forme et dans son être, mais il est fixe dans sa fonction, puisqu'il est là pour fixer. Et bien évidemment, on va s'apercevoir que très rapidement, surtout s'il est lié à de la technique, on est face à un type de problème bien particulier. Alors, vous êtes face à une solution, à une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver dans une entreprise où il y a 5000 personnes. Ces 5000 personnes, chacune peut dire, moi, ce que j'aime faire, c'est concevoir des mises en rapport d'individus au niveau du groupe. On voit tout à fait le genre de psychosociologue dont il s'agit. Mais il associe à ça le fait qu'il a des bons savoirs pour cette question, et que non seulement il a des savoirs, mais il a aussi des savoirs techniques, ce qui laisse présager le fait que peut-être il a des techniques logicielles qui appuient sa capacité à faire, etc., etc. Donc chacun, d'une certaine façon, va se positionner par rapport à ça, va créer son profil de repères, et on va se retrouver avec 5000 profils de repères. Et le problème de topologie et de représentation qui se pose est alors de savoir quelle représentation je me donne de l'ensemble de ces repères, compte tenu du fait que j'aimerais faire en sorte que je puisse rapidement reconnaître les profils qui se ressemblent et ceux qui ont un caractère complètement hétéroclite. Donc, un autre effort que j'ai fait et qui est à la base de tous ces travaux, c'est que j'ai réinterrogé un très vieux problème de mathématiques qu'on interroge régulièrement à toutes les élections, qui est le problème de Condorcet, et qui est le problème des choix, dont un économiste qui a évidemment eu le prix Nobel, ce qui prouve bien de la qualité de son résultat, prétend avoir prouvé que ce problème n'avait pas de solution. Alors, bien évidemment, tel que Arrow a posé le problème, il n'a pas de solution. On peut espérer que Condorcet était quand même quelqu'un d'infiniment plus humain que Arrow, qui était dans la bande des sbires de Chicago, et que lui aurait vraiment souhaité sauver son problème et lui trouver une solution. Il n'a pas de solution parce qu'on considère que ce qui est en jeu, c'est, vous savez, vous avez 1000 individus qui s'expriment sur des choix, et puis chacun dit, moi, ce qui est important, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis un autre dit autre chose et tout. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut arriver à donner une représentation des choix de tout le monde? Et évidemment, si on prend les gens un par un, et que chaque fois, on essaie de discriminer en ne sélectionnant qu'une opinion, en disant la première à prendre, c'est celle-là, puis la deuxième, puis la troisième, eh bien, seul l'outil statistique peut nous accompagner. On aboutit au problème du choix majoritaire, dont on sait qu'il aboutit à un certain nombre de paradoxes si on fait des élections à plusieurs tours, etc., etc. Dit paradoxe de Condorcet. La question que je me suis posée, je vous en parle à vous parce que peut-être je suis sûr en tout cas d'être compris, à défaut d'être admiré, c'est qu'au lieu de poser le problème dans l'ensemble des N individus qui nous intéressent, je me suis dit, mais finalement, une société, ce n'est pas N individus. Un groupe de personnes et toute sa puissance est là, ce n'est pas N personnes. C'est P de N façon de mettre des personnes ensemble. C'est-à-dire non seulement vous avez le potentiel de chacun, puis vous avez le potentiel
de tout ce qui pourrait faire à 2, puis vous avez le potentiel de tout ce qui pourrait faire à 3, puis le potentiel de tout ce qui pourrait faire à 4, etc., etc. C'est-à-dire 2 puissance n, façon de les associer, moins 1, parce que associer personne, ça n'a pas grand sens. Entre nous, ça veut dire que si vous avez 10 individus, vous comprenez tout de suite pourquoi la gestion d'un groupe de 10 individus, c'est très, très, très compliqué. Parce que potentiellement, vous avez 1023 situations possibles à gérer. C'est-à-dire 1023 façons d'associer des gens parmi 10 individus. Alors, si on pose le problème de Condorcet dans P de n au lieu de le poser dans n. C'est-à-dire si on se dit, ben finalement, tous ces individus s'expriment. Et puis, ils commencent tous par exprimer quelque chose. Regardons d'abord les expressions, les premières expressions de chacun. Il est peu probable que s'il y a 1000 personnes, les 625 repères soient en premier dans toutes les listes. Vous voyez? Parce que votre groupe, votre entreprise, votre organisation, eh bien, elle a une physionomie, elle a une culture qui fait qu'il y aura peut-être des gens qui mettront en avant d'abord ça, puis d'autres d'abord ça, etc., etc. Donc, on va essayer de chercher quel est le groupe d'individus qui exprime les fondamentaux. Puis dans ces fondamentaux, eh bien là, on va rentrer dans une cuisine algorithmique qui est un peu compliquée, parce que généralement, il y en a pas mal. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse réduire les autres. Donc, vient un principe qui est un principe social. Donc, je suis content qu'il y ait une préoccupation forte sociétale dans votre groupe, qui est le principe de politesse, de civilité, qui est que si vous voulez que telle chose soit prioritaire, s'il y a une grande partie de gens qui souhaitent que telle autre vienne avant, mais vous garantissent que la vôtre viendra rapidement après, alors vous acceptez de passer au second tour et pas au premier. Donc on va essayer de réduire. Mais l'intérêt de ça, c'est que si parmi cette population, il y en a un qui veut voir figurer en premier quelque chose que les autres n'aborderont absolument pas, il ne peut pas compter sur les autres pour sauver son expression. Donc il va disparaître si le principe majoritaire joue. Et dans ce cas-là, on va dire non. Pour que mon algorithme fonctionne, c'est-à-dire que mes premiers éléments génèrent bien tous les suivants, alors il faut absolument que celui-là, même s'il est unique dans une population de 10 000 personnes, puisse mettre son expression à ce moment-là. Ce qui fait qu'on a un système qui à la fois fait voir les tendances collectives et les singularités, sans nier les singularités au profit des tendances collectives, ou parce qu'on a une théorie des signaux faibles qui dit qu'il n'y a que les signaux faibles qui sont intéressants, vous en viennent à vous montrer que les signaux faibles et pas du tout les signaux importants. Donc là, on a une espèce de mathématique. J'ose même pas appeler ça une vraie mathématique parce que je ne l'ai jamais publié, je n'ai jamais eu le temps et le courage, mais que je pourrais appeler une espèce de, disons, topologie récursive. C'est-à-dire qu'on construit le système de proximité au fur et à mesure, par enchaînement successif, en faisant en sorte que le stock d'informations qu'on a à traiter soit en permanence diminué de ce qu'il y a avant et qu'on puisse répéter l'opération comme si c'était toujours la première. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis demandé quel type de figure ça ferait. Et dans un moment de crise où j'étais très énervé parce que j'y arrivais pas, gentiment, ma femme m'a demandé ce qui m'arrivait. Et je lui ai dit, j'ai une espèce de truc dans la tête qui ne sort pas et je ne vois pas comment ça s'appelle. Et elle m'a dit, mais c'est un arbre.
C'était idiot, parce que évidemment, je l'avais non seulement devant le nez, mais derrière le nez. Et effectivement, ça fait un arbre, et je me suis dit, ben, on va appeler ça un arbre de connaissances. Alors, un arbre de connaissances, vous savez tous ce que c'est qu'un arbre. C'est un truc qui a des troncs, qui a des branches, puis qui a des plus petites branches, et puis qui a des feuilles. Et donc, quand vous faites ça dans une organisation, vous avez une bonne garantie que ce que vous allez trouver là comme repère, ce sont les repères qui vous disent quels sont les fondamentaux plutôt partagés par la population. Et c'est absolument pas totalitaire, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que toute la population partage ça, etc., etc. Ça veut dire que vous ne pouvez pas distinguer de sous-population au sein de ça, parce que toutes ces choses sont entrelacées. Par quoi? Eh bien, sont entrelacées par de l'humain. C'est-à-dire que la forme que vous avez derrière ça, ce n'est pas la classification des repères. En fait, cet arbre a cette forme parce que là, il y a plein de profils d'humains qui se ressemblent. Là, plein d'autres profils d'humains qui se ressemblent, plein d'autres profils d'humains qui se ressemblent. Là. Et là, quand vous avez une toute petite branche, eh bien, vous avez un humain qui se distingue, ou deux, ou trois, ou quatre. Et que quelque part, ce que vous voyez, c'est le visage du collectif. C'est le visage du collectif. Pourquoi j'en ai pas fait un graphe? Parce que tout le monde pourrait dire, ah ben, la théorie des graphes, ça convient parfaitement à ça. Non, ça ne convient pas du tout. Parce que le problème du graphe, c'est que où vous passez pas, où vous y êtes pas. Et quand vous êtes là, qu'est-ce qu'il y a dans l'arête qui conduit là? Etc., etc. Là, ce que j'ai voulu, c'est faire un espace. Un espace qui est centré sur un repère. Le repère, il est abstrait, donc ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace-là? Eh bien, il y a tous les témoignages de connaissances qui ont été déposés par les gens qui sont venus dire « Moi, j'ai des connaissances de tel et tel type pour résoudre ce type de problème. » Donc, c'est un repère dans ce sens-là, c'est-à-dire là sont cachées toutes les richesses humaines de savoir, d'information, de relations humaines, sur lesquelles vous pouvez compter pour tenter de résoudre votre problème. Et quand vous êtes dans une branche, ce que vous découvrez, c'est que les humains qui savent résoudre ce type-là, ben, il y en a d'autres dans ce groupe qui probablement savent résoudre aussi ce type de problème et ce type de problème, etc., etc. Donc, quand vous rencontrez vous-même un problème qui va avoir un profil particulier, si la projection du profil de votre problème tombe dans une branche, votre espoir de trouver les richesses qui vont permettre de le résoudre est grand. Si par hasard la projection du profil de votre problème se trouvait ici, ici, ici ou là, votre espoir de trouver des gens capables de vous aider à résoudre l'ensemble de votre problème, eh bien, elle est extrêmement faible. Donc, quelque part, vous allez faire quoi, vous, en tant que dirigeant, compte tenu du fait, ou manager, compte tenu du fait que vous savez que ce qui est important, c'est de le résoudre, eh bien, c'est de repenser le problème, peut-être en le fragmentant, en se disant, bah, c'est intéressant, ici, j'ai 3 repères de mon problème qui se trouvent, peut-être je veux essayer d'isoler et voir ce qui se passe, parce que là, j'ai la garantie de pouvoir trouver des gens pour pouvoir le faire. Et puis finalement, peut-être que je n'ai pas utilisé ce repère pour le faire, mais qu'il y en a un autre à tel ou tel endroit de la branche qui n'est pas très éloigné et qui est porté par d'autres gens. Vous allez pouvoir, quelque part, faire du calcul formel sur cette forme pour essayer de penser la façon dont vous pouvez positionner vos problèmes. Vous avez une représentation de votre actif de connaissance. Inversement, si l'entreprise ou l'organisation fait la cartographie de l'ensemble des problèmes qu'elle a ou qu'elle aura à résoudre dans les temps à venir, eh bien, les collaborateurs peuvent venir projeter leur image dans cette nouvelle cartographie
et se dire c'est embêtant, manifestement mon problème, mon profil ne correspond pas du tout à la demande, ou au contraire, il n'est pas loin d'être proche d'une nouvelle forme qui serait une forme comme ça, je ne sais pas moi, hein, et tout, et j'ai pas mal de choses là-dedans où il y a de la demande importante, eh bien, j'ai un bon espoir de pouvoir servir à quelque chose, mais il me manque telle et telle chose pour que ça soit homogène, eh bien, je vais essayer de faire en sorte d'acquérir le plus rapidement possible des connaissances qui sont associées à ça. C'est-à-dire que l'utilisation que vous allez faire de cette forme est vraiment une utilisation cartographique. C'est-à-dire l'intérêt d'une carte, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie. C'est-à-dire de pouvoir décider de la façon dont vous allez vous diriger pour aller vers tel ou tel type de zone. Vous allez pouvoir cultiver votre intérêt. Donc là, je suis en train, sans le dire, mais vous le sentez bien, de dire que ici, vous pouvez compter sur quelque chose, que ici, vous pouvez créer un inter-être entre les problèmes de l'entreprise et son stock de richesses humaines, ou de richesse de savoir, ou de richesse d'information. Ici, le collaborateur peut cultiver son inter-être avec l'ensemble de l'être de l'entreprise et des problèmes qu'elle a à surmonter. Vous pouvez faire du calcul d'intérêt. Et donc, ces formes deviennent quelque part des objets qui peuvent fonder une économie de la connaissance, non plus basée sur du nombre, mais basée sur de la forme, puisque, bien évidemment, la valeur de la connaissance, vous savez bien qu'elle n'est pas quantifiable. Elle n'est absolument pas quantifiable, puisqu'elle est complètement dépendante des contextes dans lesquels elle se trouve, et comme elle n'a pas d'existence concrète, elle ne peut pas être isolée en tant que telle, elle est toujours associée à des êtres humains, et à partir de ce moment-là, la valeur qu'elle a, c'est le sens qu'elle vous donne, ou qu'elle vous inspire. C'est en ça que les icônes, les symboles, sont des bons moyens de la repérer, et les cartes sont des bons moyens d'en faire le bilan, puisque c'est à travers la forme que vous allez en connaître le potentiel. Le potentiel de différenciation, le potentiel de cohérence, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se repère très, très, très vite. C'est-à-dire que quand vous interrogez une entreprise et qu'à la fin, tous les gens ayant fait leur profil, vous aboutissez à un arbre de connaissances qu'à cette allure-là, eh bien, vous savez que vous avez interrogé l'armée prussienne et qu'il y a 3 ou 4 généraux qui, un s'est joué aux échecs, l'autre est champion de cavalerie, etc., etc. Et que, par contre, si vous avez un arbre qui a cette forme-là, eh bien, vous pouvez parier que vous avez fait, sans le savoir, l'arbre de connaissances des peintres du bateau Lavoir et que chacun prétend être complètement différent de son voisin et avoir des pratiques qui n'ont rien à voir avec celles des autres. C'est-à-dire que, quelque part, la forme vous dit quelque chose du collectif, de l'humanité que vous essayez de représenter. Voilà, j'avais prévu de dire autre chose, mais je crois que... Il est 8 heures, tous ceux qui...